une histoire avec beaucoup c'est très dramatique. J'ai voulu reconstruire cette histoire avec des personnages vrais, bon, des personnages basés sur des vrais personnages dans la vie, et aussi avoir un enfant, un petit enfant dans le film. Et pour moi, c'était un défi aussi. Ça fait longtemps que je pense à faire un film de fiction. Et en même temps, c'est une continuation de mon travail de documentaire. C'est pas très différent que le travail que j'ai fait dans le documentaire, parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi, des interviews, de l'écriture avant de tournage. Et Et toujours les enfants pour et toutes les ces femmes. raisons. Et pour les années 80 en plus, je pense que c'était, parce que l'histoire vraie, c'était dans les années 80. Et aussi, il y avait à cette époque-là un grand échange de prisonniers et des grèves politiques, des grèves de faim et des luttes aussi des prisonniers et des femmes aussi. Et il y avait aussi un mélange de prisonniers politiques palestiniens avec des prisonniers de droit commun. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et surtout à l'époque du massacre de Sabra et Shatila, parce qu'il y a eu un moment de solidarité aussi. Ces choses-là ne sont pas connues. C'est vrai. Mais j'aimerais peut-être d'abord demander à Manon Chic, qui est là avec nous, et Sora si elles ont des questions pour toi, ou peut-être après. Mais si dans le public vous avez des questions, vous êtes les bienvenus pour profiter de la présence de May Masri. Ah, vous pouvez aussi poser des questions en anglais ou en arabe. Ah, Oui. ça sera bien. Bonjour Madame, Viviane Cagneux. J'ai été extrêmement touchée par votre film pour avoir été déléguée du CICR pendant ces années-là au Liban, d'abord de 76 à 79. Donc j'ai vécu la première invasion israélienne, l'opération Litani, et ensuite en Israël de 84 à 86, où j'ai naturellement aussi visité les prisons. Donc je suis particulièrement touchée par votre témoignage que je trouve extrêmement important, parce qu'il n'a rien d'une fiction, mais vraiment rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Voilà, je vous remercie pour le film. Moi, je suis personnellement palestinien aussi. J'ai juste une question peut-être technique, ou savoir, est-ce que c'est dans la vraie histoire, le mari vraiment quitte sa femme pour partir à l'étranger? Je trouvais un peu... L'histoire vraie, c'est pire encore parce qu'il s'est marié aussi. Il s'est marié avec une autre femme. Alors c'est un peu pire. Mais il y a tout un côté social aussi. Et j'ai voulu un peu montrer ça, qu'il y a une souffrance double, pas seulement politique de l'occupation israélienne, mais aussi de la société. Ces femmes, ils souffrent doublement. Oui, mademoiselle. Bonjour, marhaba. Christine Moustaklem, aussi d'origine palestinienne, donc bravo pour le film, excellent. Peut-être une petite lueur d'espoir dans tout ça. Est-ce que 20, 30 ans après, même 35 ans après, est-ce qu'il y a une évolution, on peut dire, où on en est toujours où on était il y a 35 ans? En tout cas, pour la situation des prisonniers et de ces femmes. Bon, je pense que maintenant, les conditions sont pires maintenant qu'avant.
même avec, il y a beaucoup d'enfants palestiniens dans les prisons israéliennes. Ça, depuis les dernières années, surtout maintenant, il y a des centaines d'enfants palestiniens qui sont arrêtés. Il y a la torture, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, les prisonniers continuent à lutter, résister. Et c'est ça qui me donne l'espoir. Mais les conditions sont très dures. Oui. الو مساء الخير ماي مالك الخوري عم بيحكي بس أهلا مالك. كيفك ما بس رح اطرح السؤال بالفرنسي تيفهموا علي. Je pose la question en français. Je voulais savoir, dans le film, apparemment, les prisonniers de droit commun étaient des Israéliennes et les prisonniers politiques des Palestiniens. Est-ce que cette solidarité que tu montres dans le film, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Est-ce qu'elle peut aller plus loin que simplement une solidarité de prisonniers? Est-ce qu'elle peut aller dans une solidarité de rébellion et de révolution? Merci Malik. Je pense qu'il y a eu des moments de solidarité et des cas, mais on ne peut pas dire que c'est un cas général. Maintenant, ils ne mettent plus les prisonniers de politique avec les prisonniers de droit commun ensemble. Mais il faut dire qu'il y avait des moments de solidarité et c'est ça qui est, je trouve ça très intéressant aussi. Mais on ne peut pas dire que c'est pas la situation en ce moment. Can I speak in English? Yes, you can. Okay. I was just trying to explain that not too quick. These were moments. They were moments of solidarity, and I think maybe even they stopped putting the Palestinian political prisoners with Israeli criminal prisoners together, maybe because of the danger that this might pose of creating some kind of solidarity in the end. I think it's more symbolic. Let me translate 1 second. Okay. Let me translate. Yes, but there are people who don't understand English. So, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de prisonniers de droit commun et de prisonniers politiques ensemble. Les autorités israéliennes, justement, craignaient des types de solidarité ou coopération possibles. Yes, you can go ahead. For me, it's more symbolic of the possibility or than a reality. But the stories in the film are based on reality, and I focused on that because it's something we don't hear about, and it's something that we that might give ideas, that is symbolic. Oui, elle dit que ce soit vrai ou pas, dit May Masri, je ne sais pas, mais c'est en tout cas une possibilité, et c'est bien cette possibilité dont les autorités ont peur. Il y a une question là-bas et ici. شكرا مي على الفيلم الرائع. Ma question est sur les mauvais traitements en prison. Vous avez montré beaucoup de choses, beaucoup. Et vous avez touché assez dignement, je trouve, la question de mauvais traitements et de la torture. Mais est-ce que c'était un choix délibéré d'effleurer le sujet de cette façon? Et est-ce que c'était un choix délibéré de ne pas parler de sévices sexuels, s'il y en a? Merci. I think what I tried to do is to show a part of the experience. In one film, it's difficult to show everything.
j'ai essayé d'exprimer une partie de l'expérience que vivent les prisonniers, et dans un seul film, c'est difficile. It's difficult to put everything in one film, but for me, it's part of the film is about the difficult conditions in the prison and the brutality, but also another part, an important part for me, is the resilience and the resistance, and I think that's where it becomes more interesting. Elle dit, certainement, il y a toute une partie qui concerne la violence, la brutalité du vécu en prison, mais il y a aussi tout un autre côté qui est la résilience des prisonnières, qui est la résistance, qui est un aspect très important à mettre en exergue. And in the end, in a fiction film, I think you have to be careful not to overdo the violence alone. You need to show a story. And I was interested also in the question of motherhood and the child and the imagination and the magical moments. I think those are also important and interesting sides that people don't usually see. Oui. Ce qu'elle voulait aussi montrer à travers cette fiction, c'est d'autres aspects de la vie en prison et de la relation entre la mère et l'enfant, quelques moments magiques dans cette relation, malgré tout ce qui se passe autour. Il s'agit de moments de vie qu'il est par ailleurs difficile, voire impossible de montrer à travers des documentaires ou en tout cas des histoires qui ne suivent pas le fil d'une narration de fiction. I think if you still have time, 10 minutes for us? May? Yes? Okay, so maybe let's take 2 or 3 questions together because I know that you have to leave. There was one question there, one over there and one here. Bonjour madame, je m'appelle Sébastien Vailleven, je suis un étudiant. J'ai remarqué dans le film une chose qui m'a relativement... Il m'a touché le film, mais aussi ça m'a perturbé un peu, c'est les habits. Je vois qu'il y a une certaine différence entre des prisonniers palestiniens et après ceux qui sont en Israël ou de crimes. Et ça me faisait penser un peu à, je dirais pas à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était vraiment une certaine division entre... on faisait une ségrégation un peu. C'était, je dirais pas racisme, mais ça m'a beaucoup touché. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça se passe aussi comme ça dans la vie réelle? Est-ce qu'il y a une telle différence entre, sachant qu'on est tous humains, est-ce qu'il y a une telle différence entre ces personnes-là et ceux du gouvernement? On voit qu'il y a une certaine deux unités contre. J'aimerais vous expliquer un peu pourquoi avoir montré ça et un peu ce qu'il y a derrière, si ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. On a une autre question Yes. ici. Encore et encore, je te dis merci pour ce film que vous avez présenté au monde entier, j'espère, et que tu nous as offert à nous, les détenus, les ex-détenus. Ma question, Ya Zalam al-Layl Khayyim, cette chanson, ces paroles de Najib el-Rayes, que lui-même, il était en exil, si je ne me trompe pas, en 1922, sur une île par les Français, la colonisation. Est-ce que c'était volontaire de faire ce lien entre cette chanson, ces paroles d'un exilé, détenu d'une certaine époque, avec cette époque, et avec ces paroles, de dire que finalement c'est une cause internationale. Peut-être une dernière question. J'avais vu Madame là-haut. Voilà. And then you can answer. Tout d'abord, un immense merci pour ce film qui est d'une tellement grande beauté et d'une grande poésie aussi. Même lorsque vous filmez les barbelés et quand vous filmez les nuages à travers les barbelés et les oiseaux. Ma question, dans quelle mesure est-ce que l'art et la solidarité humaine qu'on voit apparaître, même entre les ennemis, peut
constituer une voix si on la cultive? The floor is yours, May. Okay, lots of questions. I think I'll start from the beginning about the clothes, the dress, the costumes. This is all based on research. Elle a basé sur la recherche, enfin sur des études qui lui ont permis d'identifier la question de costume, par exemple. Yes, I was very careful, by the way, and everything, all the details in Elle a soigné tous les costumes, détails. and everything. I had the consultants from the prisoners themselves, former prisoners. They were by my side, and I was consulting them about every detail, Des every anciens word, détenus ont travaillé avec the elle script. pour suivre, pour l'aider dans les détails, dans la reconstruction des lieux et des événements. So I was very careful to be very realistic, very fidèle, you know, to the reality. So that, but it's shocking, like, and it was useful to have that segregation in a film so you can see who's a political prisoner and who's not. But this is the conditions, this is the reality. And it also in the film, you can easily identify who's political and who's common prisoner. C'est clair. Elle dit, pardon, j'oubliais que je devais traduire, je suivais dans ma tête. Donc effectivement, elle dit, elle a toujours pris soin d'être plus proche et fidèle à la réalité que possible, et également par rapport au dialogue et aux personnages qui peuvent se retrouver dans un contexte de détention comme celui qu'elle a filmé. There are maybe other questions you want to give to Soha and... Yes, I'd like to thank everyone for their questions. I'd like to salute Shara again, always. She's such an inspiration, you know, her experience and her wisdom, her question about the song. This song, yeah, Zalama Sijni Khayyim, is a song that's sung by in prisons all over the Arab world and in Mais Palestine. dit que la chanson à laquelle Soha Bishara se référait est bien une chanson qui est très connue au monde arabe et qui est très chantée, dans les prisons en particulier. And it's true, it's very symbolic that it was written by Najib Reyes, who was an exile prisoner himself under French occupation in the 20s or 30s in Syria. C'est effectivement la chanson d'un chanteur-poète qui a été, donc pendant la période de colonisation française en Syrie, dans les années 20, qui ensuite a été exilé et a écrit cette chanson. Donc la valeur symbolique de la chanson est très importante. What's also interesting is it's the voice of Makadi Nahas, who's a Jordanian singer. I recently found out that she sang this song for her father, who had just passed away, and he was also a prisoner in a Jordanian prison. I learned this recently. La chanteuse qui chante la chanson, elle-même, elle est la fille d'un ancien détenu dans les prisons jordaniennes. So in that way, it's true, the song is universal. Donc il y a un sens d'universalité à travers cette chanson. I'd like to, for the third question, to thank you for pointing out the poetic dimension. For me, that was very important in the film. Merci, May. Juste les questions qui ont été soulevées quand tu as parlé de la solidarité. J'ai pensé à un film que certainement tu connais, où Mohamed Bakri, qui est un célèbre acteur palestinien de 48, palestinien citoyen d'Israël, qui était à notre festival pendant ces jours, Beyond the Walls.
Beyond the Walls, 1980-81 par là, donc qui était une histoire entre des prisonniers de droit commun et des prisonniers palestiniens en Israël. En quelque sorte, you have been doing the update. Tu as refait, en quelque sorte, tu as continué sur cette histoire à un autre niveau, non pas une histoire d'hommes, mais de femmes. Hein, parce que le sujet que... Est-ce que le film avec Mohamed Bakri t'avait inspiré en quelque sorte? I don't, it wasn't, the idea came from speaking to Palestinian women prisoners. You know, all the ideas came, but at the same time I did afterwards research into into books and films, and of course Beyond the Walls, that Mohamed Bakri was one of the films I saw, but I also saw a lot of other films. So I think it's a combination, but really it's the reality that inspired me first. Merci beaucoup, mais c'était magnifique le film, nous t'applaudissons. Have a good and safe trip tonight. Bye. Thank you. Nous pouvons continuer le débat. D'ailleurs, par rapport à certaines questions qui ont été posées, notamment sur la question des prisonniers de droit commun, prisonniers politiques, la détention administrative, etc., je pense que les personnes intéressées pourraient avoir un certain nombre de réponses probablement. Je passerai la parole d'abord à Manon Chic, qui peut-être elle veut intervenir elle-même sur le film, des éléments qui l'ont interpellée et proposer des éléments de réflexion. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile de parler après un film comme celui-ci, qui est aussi émouvant, aussi fort. Je pense que c'était une chance de pouvoir assister à une projection comme celle-là et de discuter avec la réalisatrice. Et puis, je ne veux pas vous prendre trop de temps sur le temps qui sera accordé à Soha, parce que Soha est une de ces personnes, Ricardo n'a pas traduit tout à l'heure, Ricardo Bocco n'a pas traduit les propos que May a tenus par rapport à Soha, mais elle lui a dit « Vous êtes une tellement grande inspiration pour moi ». Et je crois qu'effectivement, c'est vrai que c'est important de laisser témoigner aussi les personnes qui ont connu elles-mêmes cette détention dont parle ce film. Peut-être simplement pour juste vous donner le contexte, le film montre très bien deux choses, notamment il montre la question de la détention administrative en Israël et il montre aussi la question des mauvais traitements et de la torture. Et je crois que, ne serait-ce que pour cela, c'est un film important à montrer et à diffuser. Il parle évidemment de plein d'autres choses, mais la question de la détention administrative est un problème majeur dans la question du respect des droits humains en Israël, parce que, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu énormément de gens qui ont été détenus sous ce régime, qui est un régime spécial, c'est-à-dire qu'en fait, les gens n'ont tout simplement pas droit à un procès. Ils sont traduits, pour ceux qui ont la chance, ils sont traduits en justice devant une cour militaire. Et puis, la plupart, en fait, ne sont jamais traduits en justice. Et ils peuvent être détenus comme ça pendant des années, voire même des décennies, parfois à l'isolement, dans des conditions de détention extrêmement difficiles. Et donc, il y a eu, par exemple, à la fin de 2015, quand il y a eu une nouvelle vague d'attaques contre des civils israéliens, l'armée israélienne a réagi de façon extrêmement sévère en arrêtant toutes sortes de manifestants, mais aussi toutes sortes d'opposants, hein, des personnes qui n'ont jamais usé de la moindre violence, et en les mettant sous ce régime de détention administrative. Donc il y a aujourd'hui des gens qui sont professeurs d'université, des gens qui sont des opposants politiques, des gens qui avaient juste la malchance de se trouver là au mauvais moment, qui sont détenus sans avoir droit à un procès et qui sont donc transférés d'une prison à une autre, loin de chez eux, loin de leurs proches, ils n'ont pas droit à des visites.
Ils ne peuvent pas, même s'ils plaident, même si leur avocat plaide une libération, en général, celle-ci n'intervient pas, ou tout d'un coup, elle intervient pour des raisons que personne ne comprend. Donc il y a une immense incompréhension pour ces personnes et une immense injustice aussi. Et donc c'est effectivement une situation qui n'est pas du tout spécifique à la situation qu'on voyait dans ce film. Ça peut arriver, n'importe qui peut être arrêté de cette façon-là parce qu'il a le tort d'être palestinien et donc emprisonné sous ce régime de détention administrative. Encore peut-être quelques mots sur la torture. Oui, la torture existe. La torture est malheureusement courante en détention. Elle est courante dans le cadre des interrogatoires d'abord, puis ensuite dans la détention, et malheureusement très souvent utilisée aussi, comme on le voit dans le film, non pas pour obtenir des informations, mais très souvent simplement pour humilier les gens. D'ailleurs, la torture, on le sait, ne sert à rien, ne sert pas à obtenir des informations, mais la torture sert d'abord et avant tout à humilier les gens, à les réduire à un état d'impuissance et non pas à espérer tirer la moindre information, puisque de toute façon, les gens qui sont torturés ne vont dire que ce que les gens qui les interrogent veulent bien entendre. Donc ça veut dire ils vont tout dire, y compris des choses absolument fausses, pour essayer de mettre fin à la torture. Donc la torture est malheureusement encore un phénomène qu'on constate. Et on parlait tout à l'heure, est-ce que la situation s'améliore? Non, la situation ne s'améliore pas. Après 2015 et la vague d'arrestations, il y a eu plusieurs milliers d'arrestations. Et aujourd'hui, certaines ONG en Israël qui recensent effectivement le nombre de détenus administratifs parlent d'au moins 720 personnes qui sont détenues sous ce régime. Donc il y a une situation effectivement extrêmement dramatique dans ces pays. Encore peut-être un tout petit mot, si vous me permettez, sur ce qui se passe dans d'autres pays, parce que je crois que c'est important de se rendre compte que la détention administrative, bien sûr, c'est horrible, elle est pratiquée aussi en Suisse. Et je crois qu'il faut le dire. Et on parle là, dans ce film, d'une femme qui a un enfant en prison. Il y a de cela à peine un mois, en Suisse, une famille afghane avec 4 enfants, dont un nourrisson de 4 mois, a été mise en prison. Les enfants ont été séparés de leurs parents. Les 2 parents ont été séparés. La mère envoyée à la prison de l'aéroport de Zurich et le père en détention administrative à Zug pendant 3 semaines, avec un contact téléphonique avec leurs enfants, qui étaient petits. Le plus grand avait 8 ans. 2-3 contacts téléphoniques avec les parents qui ne savaient pas où se trouvaient leurs enfants. Et puis finalement, tout cela pour les renvoyer vers la Norvège qui a décidé donc de les renvoyer vers l'Afghanistan. Donc on voit qu'il y a des situations absolument aussi tragiques, dramatiques, bien sûr incomparables avec les années de prison que font des gens qui sont en détention administrative en Israël, mais quand même une détention en Suisse de gens qui n'ont commis aucun délit, si ce n'est le fait d'être en Suisse sans autorisation de séjour parce qu'ils avaient demandé l'asile en Norvège et que donc ils devaient rester en Norvège et ne pas venir en Suisse. Donc voilà, peut-être pour élargir et replacer dans le contexte la question de la détention administrative. Il faut combattre la détention administrative, pas seulement en Israël, bien sûr il faut le faire, mais aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe parfois dans d'autres pays. Merci, Madame Schick. Juste, vous avez peut-être remarqué à la fin du film, donc le film est sorti en septembre 2015 et il s'agit de quelques mois auparavant où des informations qui apparaissent en fin du film sont datées, c'est-à-dire qu'elle parle de plus de 6000 prisonniers. Dans ces 6000 prisonniers, il y a effectivement des détenus administratifs et les autres. Or, ce qui est peut-être aussi important de savoir, et cela, je dirais pas seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour nous, en tant que citoyens suisses ou citoyens de l'Union européenne. Je vous dirai pourquoi. Première chose, depuis 2007-2008, l'administration pénitentiaire israélienne, la Shabas, à pas confondre avec le Shabak, qui est le service de renseignement dans le territoire occupé et
en partie en Israël, la Shabas a été privatisée. Ce qui veut dire que les prisonniers qui sont transférés en Israël, dans leurs cellules, qui sont désormais quasi toutes individuelles, il n'y a plus de cellules communes comme celles que vous voyez dans le film. Les geôliers ont très peu de contact physique avec les prisonniers, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des boutons. Les portes s'ouvrent, les gens peuvent sortir, ils sont rappelés à rentrer. Le contact physique est réduit au minimum. Mais autre chose fondamentale, c'est qu'avec la privatisation des prisons, les prisonniers ont droit seulement à de l'eau et à du pain. S'ils veulent manger autre chose, ils peuvent, ils doivent payer. Or, comment peuvent-ils payer? La question est que, comme ils sont dans des prisons en Israël, les familles qui constitueraient le premier relais, à la fois non seulement pour soutenir psychologiquement le détenu, mais également pour lui fournir des habits, de l'argent, des aliments, la plupart du temps sont empêchés, pour des raisons de sécurité, de rendre visite aux parents, aux fils, à qui de leur famille est emprisonné. Donc, qui paye? C'est le ministère palestinien des détenus et des ex-détenus, qui est un ministère très important au niveau de l'autorité palestinienne en termes de personnes que le ministère assiste. Le ministère lui-même, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, n'a pas d'argent. D'où vient l'argent du ministère des détenus et des ex-détenus? 3 bailleurs de fonds principaux, la Suisse, la Suède et l'Union européenne. La Suisse a été, à partir de décembre 1993, avec la Suède, les 2 premiers pays qui, de concert avec l'Union européenne, ont décidé d'investir de façon importante dans l'aide au ministère. À l'époque, la question était plutôt pensée en fonction aux ex-détenus, c'était les années d'Oslo, le rêve de la paix, etc. Cette aide n'a jamais cessé et de plus en plus importante. Et la raison pour revenir à mon point de départ, pourquoi je vous parlais de ça, bon, sachez que finalement, une partie de nos taxes vont servir à financer le ministère qui doit payer ce que l'administration israélienne privatisée ne veut plus payer pour les prisonniers. Donc, il y a une curieuse complicité qui se fait, mais je vous laisse réfléchir et je passe la parole à Sora qui peut s'exprimer. Enfin, Sora. Oui, c'est très interpellant cette situation et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Par exemple, les Israéliens, dans le camp où j'étais, au camp de Khiam, ils ne fournissaient pas les serviettes hygiéniques pour les femmes. Donc, il fallait les trouver, on n'a pas d'argent. Et les détenues femmes dont les parents n'étaient pas au Sud-Liban sous l'occupation israélienne, donc qui étaient hors la zone occupée, ne pouvaient pas envoyer à leurs filles ni de l'argent, ni de vêtements, ni de serviettes hygiéniques. Donc on se retrouvait à chaque cycle en train de nettoyer et dormir sur le sang et nettoyer et dormir sur le sang afin de trouver une solution. Et jusqu'à un moment où, effectivement, on essaye de faire des grèves. C'est pour des choses très, très symboliques, très importantes. Donc, effectivement, dans cette situation, est-ce que la Suisse devrait payer? Moi, j'ai refusé que mes parents payent. Parce que ceux qui m'arrêtent devraient assumer jusqu'au bout. Moi, j'assume la résistance et à eux d'assumer ma détention jusqu'au bout. Par rapport aux arrestations administratives,
j'aimerais bien ajouter une chose, c'est que effectivement c'est énorme, mais ça ne s'arrête pas dès le début, c'est-à-dire ils peuvent opérer à des arrestations administratives à partir du moment où on arrête cet enfant qui a moins de 18 ans, qu'on a à peu près maintenant 470 enfants qui sont arrêtés, et on les met sous arrestation administrative jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, on va le condamner. Ou bien, s'il est adulte, on peut le mettre parce qu'il n'y a rien sur lui. Mais il y a des gens qui purgent leur peine de 14 ans, de 18 ans, de 27 ans. Et après, on les remet sous ce qu'on appelle arrestation administrative. Et c'est ce que la majorité des détenus qui ont mené la grève de la faim, comme l'Aïssaoui, qui est devenu très célèbre, ben, effectivement, ils l'ont mené parce qu'on a purgé notre peine, alors pourquoi vous nous avez condamnés? Sauf qu'une fois il est libéré, mais il n'y a personne qui peut empêcher les Israéliens, un mois après, d'aller chez lui à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, on le sort et on recommence ce cycle. Donc ces arrestations administratives, moi je trouve ça fait partie de tout un système qui n'arrête même pas, il n'hésite même pas de créer ce qu'on appelle les cimetières des morts. Les cimetières des morts, ce sont des cimetières qui sont clandestins, que les Israéliens ont créés, même pour ceux qui sont comme Jamila, qui étaient assassinés dans la prison israélienne, et elle devrait purger sa peine, même après sa mort. Donc on ne rend pas le corps de ce détenu, il sera mis dans ces cimetières qui sont clandestins. Et on compte qu'on a 2 jusqu'à maintenant des cimetières des morts. Donc il y a tout un système qui ils sont moi je dis, c'est vraiment, ils ont des inventions. L'être humain, il a cette capacité d'inventer pas seulement des moyens de torturer la personne lui-même. Si ça s'arrête sur moi, j'assume. Moi, j'ai mené ma résistance, j'ai fait face à cette occupation israélienne, quitte à ce que je meurs, ce que je deviens une kamikaze. Voilà, c'est un choix. Mais à partir du moment où ça devient une torture continue qui est pratiquée systématiquement auprès des parents, ça ne s'arrête pas sur le détenu. Je suis en conflit avec l'occupation israélienne. C'est ma bataille. Je sais que je devrais payer un prix. Le prix est cher et jamais on arrive à libérer un pays en se saluant, en s'embrassant et en s'asseyant l'un à côté de l'autre. Ça ne passe pas comme ça. Malheureusement, ça ne passe pas. Même avec des grèves, avec des moyens pacifiques, on a essayé en Palestine en 1987, ça n'a pas marché avec la révolution des pierres. Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre corps. Et dans cette situation, moi, je l'assume jusqu'au bout. On était prêt à mourir pour cette cause, à se faire sauter pour cette cause. Mais c'est qu'en contrepartie, on a en face une machine d'invention, de torture qui s'inflige sur tout le monde. Palestine, 800 000 Palestiniens qui ont connu directement la prison. Directement. Sur quoi? 4,5 millions? C'est-à-dire, nous sommes une société internationale, avec cette communauté, avec les Nations Unies, avec tout ce qu'on appelle, en train d'assister à l'emprisonnement de tout un peuple, sans rien faire.
Merci, Soha. Avant peut-être de laisser la parole au public, juste de notes de bas de page. Effectivement, quand elle a parlé des cimetières inconnus, c'est un vaste dossier dont on parle très peu, c'est-à-dire c'est la question des disparitions forcées qui ont été connues sous des dictatures pendant la guerre civile libanaise, un jeu qui reste toujours, les 17 000 disparus de la guerre civile au Liban restent toujours un point d'interrogation, mais la question des personnes qui ont disparu, notamment en prison et par la suite de détention administrative, etc., on ne connaît ni le nombre, ni les noms. Enfin, il reste quelque chose de... Et enfin, deuxième élément qu'elle a soulevé, très important, c'est-à-dire de quelle façon la communauté internationale, une partie de la communauté internationale, assume elle aussi son rôle. Eh bien, il y a peut-être une ONG, le CICR, qui, dès qu'elle le peut, le CICR est le plus proche de ce que tu dis. Exemple, début de la deuxième intifada, 2002, en Cisjordanie, 2001, avril, donc l'intifada avait commencé en 2000 septembre, on est 8 mois après le début de la deuxième intifada. Le CICR est responsable de la moitié de l'aide alimentaire distribuée aux Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, avec l'UNRWA et avec le World Food Programme, le programme alimentaire mondial. Et soudainement, à la fin avril, le CICR a le courage de dire « Nous arrêtons l'aide alimentaire aux Palestiniens ». Bien sûr, ils n'ont pas laissé tomber les Palestiniens parce qu'ils ont transféré au programme alimentaire mondial et à l'UNRWA la tâche. Mais officiellement, on dit nous retirons de ce travail puisque Israël, ayant signé la 4e Convention de Genève, c'est au gouvernement israélien de fournir l'alimentation à la population palestinienne, quoi qu'il se passe. Donc, non seulement symboliquement, mais aussi pratiquement, le CICR a fait clairement preuve de dire « Oh là, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser ». Mais enfin bon, ça fait partie toujours d'un ping-pong sur un échiquier de négociation qu'une institution comme le CICR a bien évidemment comme un État, avec un État comme Israël, puisque le CICR gère en grande partie le gros dossier de la détention. Donc peut-être, je ne sais pas, si vous êtes d'accord, on peut demander au public, il y a monsieur, des questions pour Madame Chic et pour Madame Béchar. Du film que je le trouvais très bien, donc il n'y a rien à ajouter. Par contre, il y a une petite chose qui me dérange concernant les débats. Un débat, par définition, c'est une discussion animée, souvent dirigée, comme c'est le cas, entre personnes ayant des avis différents et souvent opposés. Alors, c'est bien dommage de n'avoir pas invité, par exemple, un Israélien qui aurait pu aussi réagir à ce qu'on entend. Bien sûr, je vous réponds tout à l'heure. Merci, monsieur. Je crois qu'ici, d'ailleurs, moi, je ne représente pas ni l'avis israélien ni l'avis palestinien. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer qu'il existe des règles. Ces règles, c'est le droit international et notamment aussi les conventions de Genève. Et que malheureusement, tout ce que j'exprimais sur la question de la détention administrative, c'est une violation complète de ces règles sur des personnes qui, elles, n'ont pas commis d'infraction. Je ne suis pas en train de justifier la violence. Je crois qu'en l'occurrence, si Soha ou moi, on avait dû faire des choix, j'aurais, moi, pas forcément fait ce choix-là. Mais fondamentalement, je peux comprendre ce qui l'a amené à faire son choix. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a clairement, de la part d'Israël, une occupation. Et cette occupation exige aussi une responsabilité. Et Israël n'assume pas sa responsabilité sur les territoires occupés.
Votre question est relativement complexe, comme elle l'est la discussion que nous sommes en train d'avoir. Quand vous dites « il faudrait une autre partie », qu'entendez-vous? Comme si tous les Israéliens étaient d'accord sur la question des prisons, de la détention, des violations du droit international. Autrement dit, vous seriez attendu que nous invitions qui? Des organisations de défense des droits de l'homme israéliennes, ou bien que nous invitions des officiels israéliens en contradiction, qui auraient pu contredire des propos tenus à travers la fiction, ou par Mme Béchara, ou par Mme... je veux dire, je ne sais pas. L'occasion fait qu'il y a une semaine, moins d'une semaine, dans ce même auditorium, on a eu un joli débat autour de la paix entre Israéliens et Palestiniens proposé par le cercle Martin Buber, où il y avait des Israéliens et Palestiniens, et donc qui étaient intéressés pouvaient assister à ce débat et donc bénéficier des points de vue non pas différents mais complémentaires entre Israéliens et Palestiniens. Ce soir, et la possibilité d'inviter des représentants d'ONG israéliennes, ce fut déjà le cas. J'ai personnellement organisé 2 débats, notamment avec des activistes de Breaking the Silence, qui est donc une ONG qui se bat, une ONG d'ex-officiers et soldats israéliens, qui sont venus débattre avec Defense for Children International autour de la question de l'emprisonnement des mineurs. Donc, la question aujourd'hui, ce qui est très important de savoir, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes 3 Suisses d'origine différente, car le passeport suisse nous protège. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que depuis la formation du nouveau gouvernement Netanyahou, où notamment Madame Miri Regev, mais aussi Lieberman à l'éducation, Lieberman à la défense, etc., pour les citoyens israéliens, membres d'organisations de droits de l'homme, ils sont officiellement étiquetés comme des ennemis de l'intérieur. Et on leur demande bientôt, s'ils sont demandés à s'exprimer à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement israélien, de se présenter avec un tag si leur ONG reçoit des financements de l'intérieur. Raison pour laquelle, depuis plus de 5 ans, le ministère suisse des Affaires étrangères est constamment sous pression par les différents gouvernements israéliens en raison du fait que la coopération suisse, l'aide humanitaire, le gouvernement suisse financent une palette d'ONG de droits de l'homme israéliennes, dont B'Tselem, Adala, enfin bref, il y a toute une liste. Hein. Donc, nous avons eu, lors de débats aux rencontres cinématographiques PFCE, des mêmes problèmes par rapport à des Palestiniens, citoyens d'Israël ou d'ailleurs, parler en public aujourd'hui pour des citoyens qui ont un passeport israélien est particulièrement problématique et dangereux. Il y a peut-être des questions. Oui. Moi, ce qui m'intéresse un peu dans le système qu'on voit là, c'est qu'on a quand même un certain acharnement sur ces personnes. Elles sont peut-être mises en cellule, disons là dans le film c'était 8 ans, mais comme vous l'avez dit, ça continue. Il y a toujours cet acharnement. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi continuer dans un système qui n'arrête pas d'être financé en même temps, sans qu'on le veuille, par d'autres, par exemple par la Suisse, par nos impôts, parce qu'on doit donner de la nourriture à ces personnes, parce qu'ils sont tous humains, on est d'accord, mais en même temps on finance ces prisons et ça continue. Pourquoi en fait cet acharnement et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose en fait, c'est ça, contre? Est-ce qu'on s'oppose? Est-ce qu'il y a une certaine opposition contre ce système?
Je crois que la question de la détention administrative notamment, mais la détention aussi de personnes qui se seraient opposées au régime, c'est pas spécifique à l'État d'Israël. Hein. On constate ça dans de nombreux autres États. Ce qui est assez spécifique à Israël, c'est qu'Israël est une démocratie et qu'en général, ce type de pratique, on le constate effectivement plutôt dans des pays qu'on va situer, par exemple, un peu plus au sud. Notamment, on en a toute une série que les gens du CICR connaissent bien, où on ne peut même pas accéder aux prisons. Hein. Je veux dire, on pense ici à l'Érythrée, ou on pense à des pays de ce genre-là. Donc, c'est plutôt surprenant d'avoir ce type de pratique dans un pays démocratique où il existe quand même un système de loi qui est voté par le peuple, avec des contrôles qui devraient être exercés aussi par le peuple. Mais ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a une volonté de réduire au silence. Et je crois qu'aujourd'hui, les lois dont parlait Ricardo Bocco, qui ont été adoptées, visent à museler les organisations. Mes collègues israéliens qui travaillent pour Amnesty International Israël font partie des traîtres. Ils ont été désignés sur Internet, sur un site proche du ministère de la Défense, comme des traîtres à la patrie. On a mis leurs photos et leurs noms pour dire ces personnes-là ont trahi leur peuple. Donc imaginez, je veux dire, dans un pays où vous risquez quand même a priori de vous faire attaquer si vous êtes désigné comme traître, ben voilà, c'est une attaque non déguisée, disons. Donc voilà, il y a vraiment une volonté aujourd'hui de réduire au silence toute personne qui pourrait critiquer la politique gouvernementale. Et donc, les gens qui critiquent ces systèmes, notamment les systèmes de détention administrative, finissent bien souvent elles-mêmes aussi en détention administrative. Merci pour cette réponse très dans la réalité suisse, européenne, occidentale, tout ce que vous voulez. Maintenant, l'acharnement. Quand on vit sous une occupation, c'est-à-dire privatisation de soi-même. Et cette occupation, ce n'est pas seulement l'occupation de mon olivier et de ma terre. C'est vraiment de soi-même. Et à chaque aube, chaque lever du soleil, je veux franchir le seuil de ma porte, je devrais réfléchir, où suis-je? À partir du moment où mon identité est menacée de disparaître, ma culture est menacée de disparaître, l'acharnement vient parce que malheureusement, cette Union européenne ne fait aucune valeur pour ton passeport. Tu n'existes pas. À partir du moment où tu n'as pas un passeport, tu n'existes pas, ni en tant que tel, ni en tant qu'humain. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être il y a d'autres voies d'adopter. Peut-être. J'aurais bien aimé que les Israéliens quittent, en tout cas mon pays, le Liban, sans que je sois besoin de prendre les armes, de faire la résistance armée, de passer 10 ans en détention, de passer 6 ans en isolement, d'être torturé, et tout ce que vous voulez. On aurait bien aimé ça. On aime la vie. On aime chanter, on aime danser, on aime faire la fête. Il n'y a personne qui est né pour aimer ce qui n'est pas destiné à ne pas être aimé, qui est la torture, qui est la violence. Mais à partir du moment où il y a une question, pas personnelle, mais une question d'existence de tout un peuple, moi, à mon avis, le dynamisme change. Et ce n'est pas un acharnement et ce n'est pas une haine. Parce que, en tout cas, de mon expérience, je pense que les Israéliens, ceux qui n'ont pas réussi
jusqu'à maintenant, après 66 ans, ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir, c'est vraiment de planter, d'enfoncer la haine chez nous. Et c'est pour cela on est toujours encore là à chercher la vie, pas pour la mort. Merci. Il y a une question là-bas. Oui, bonsoir. J'avais une question un peu technique par rapport à l'histoire du film. On voit que le petit Nour, a priori, en tout cas d'après les images de la fin du film, il a pu être récupéré par sa famille, par sa grand-mère. On sait que dans d'autres pays, des enfants nés en détention ont été donnés à d'autres personnes, voire des fois même aux tortionnaires. Est-ce que c'est arrivé dans le cas d'Israël-Palestine ou c'est en général plutôt le cas qu'on a vu là, c'est-à-dire c'est remis à la famille? Je ne sais pas si vous savez. Effectivement, là, si on se rappelle de l'Argentine, ça a été presque tous les enfants. Il n'y a pas eu un enfant en Argentine qui n'était pas enlevé à la famille, à ses parents et qui était donné à d'autres familles des dictatures de l'armée. Mais en Palestine, le problème qu'on a, c'est la société. L'enfant n'appartient pas à la mère. L'enfant appartient au père. Et quand le père ne veut pas, ça appartient à la famille du père. Et dans la situation de Layal, en fait, la famille l'a rejeté. Les parents, les grands-parents, ils n'ont pas voulu de cette femme qui a sali, le nom, la famille, et deuxième chose, le fils, il n'a pas voulu non plus ni de sa femme ni de son enfant. Ce qui a fait que c'était la mère qui a pu garder. Mais dans d'autres situations, en tout cas à Khiam, l'enfant a été enlevé de la mère et jusqu'à maintenant, ce n'est qu'après qu'il a eu 18 ans qu'il a pu retrouver sa mère qui était en détention à Khiam. Donc j'imagine que la situation n'est pas très différente en Palestine. Je pense qu'on prend encore 2 dernières questions et puis on devra quitter la salle parce que les personnes qui sont en régie ont aussi le droit à une soirée chez eux. Voilà, bonsoir. Tout d'abord, je suis très honorée de vous avoir ici, Sohab Béchara. J'ai été moi-même, je me suis rendue sur la prison de Khiam cet été, les ruines en fait. Et nous avons eu la chance de rencontrer un des premiers membres, Hezbollah, qui est toujours sur les ruines et qui, pour les gens intéressés qui fait une visite et qui explique un peu qu'est-ce qu'il a enduré ces années. Il a été emprisonné pendant 4 ans. Et voilà, il est toujours dans le village de Khiam et il fait face aussi à ses bourreaux qui sont de l'armée libanaise du Sud. Pas quotidiennement, mais hebdomadairement, il nous a dit qu'il voyait encore ces gens, ces personnes qui ont été là pour le torturer toutes ces années. Et puis, il vit sa résistance maintenant toujours là-bas. Et puis, je voulais savoir comment vous avez entrepris votre sortie de Khiam. Qu'est-ce qui vous a... Comme vous avez démontré 10 ans de force et de persévérance pendant que vous avez été interné et torturé pendant cette période du Liban, qu'est-ce que vous avez entrepris personnellement? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en sortant? Qu'est-ce qui vous a donné encore plus la force de vous battre contre cette injustice? L'occupation israélienne. L'occupation est là, nous sommes là. Ça, c'est une chose, mais c'est sûr que l'histoire
du Liban est incomparable pour moi. C'est une parenthèse dans l'histoire de la Palestine. Et c'est incomparable à ces longues années que les Palestiniens vivent et continuent à vivre face aux Israéliens. Nous, à un moment donné, on a résisté, on a lutté, on a libéré le sud du Liban et on a libéré les détenus, ce qui était pour nous une victoire. Et on est fiers de ce chemin qu'on a emprunté. Maintenant, les bourreaux, on peut les voir, hein, mais là, de nouveau, je reparle de la question de l'histoire de la haine. Le Liban, ce n'était pas la France. Au moment où il y a eu la libération, on a dit, on a fait ce qu'on a à faire, et maintenant, c'est à l'État libanais de faire régner la justice. On ne croit pas trop à cette justice parce qu'il n'y a pas un État libanais pour le moment. Donc, mais on fait avec. Et moi, je comprends bien, je ne sais pas qui vous avez rencontré, Mohamed ou bien Ali à Khiam. Je le comprends très très bien parce que c'est un de ces tortionnaires, il habite encore à Khiam, donc à chaque fois il le croise. Et ça, c'est pas évident. Mais on arrive à surmonter ceci parce que la question de la résistance, c'est pas une affaire personnelle, c'est quelque chose de collectif et qui appartient à tout le peuple libanais. Maintenant, est-ce que la question palestinienne est une affaire palestinienne? À mon avis, non. C'est une affaire européenne. C'est une affaire qui est là, tout près, aux Nations Unies. Ceux qui ont créé le problème, à eux de résoudre ce problème. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on est obligé d'emprunter ce chemin. Je ne peux pas parler d'une résistance à part de cette résistance de protéger nous-mêmes de nous-mêmes, parce que vraiment, le Palestinien, il arrive à un stade où le maximum qu'il arrive à avoir, c'est de s'exploser avec soi-même. C'est tout, parce qu'on les étouffe. Je dirais, il y avait personne qui n'avait pas encore posé des questions, me semble-t-il. Jorge, je crois, ici, et on devra conclure. Mais nos invités sont là. Après, vous pouvez encore leur parler. Voilà, dernière question, Jorge. Merci pour cette soirée consacrée à tout simplement aux droits de l'homme. C'est au fond le combat qui nous anime en général quand on a de la sympathie pour les peuples opprimés, c'est le respect des droits humains. Je voudrais poser une question à Madame Chic. Il y a quelques mois, cette année, Amnesty International a sorti un communiqué. Ça fait référence au sujet que vous avez déjà développé, au sujet des défenseurs des droits humains en Israël. Un communiqué qui mentionne les menaces contre les militants du BDS, contre Omar Barghouti en particulier, en Israël. Il y a quelques jours, il y a le secrétaire général du BDS en Cisjordanie qui a aussi été arrêté, donc transféré en Israël. Ce communiqué parlait aussi de Breaking the Silence, de B'Tselem, peut-être même, de Al-Haq et d'autres associations et d'autres ONG. Il a un peu circulé ce communiqué. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Est-ce qu'il y a eu une réponse du gouvernement israélien à ce sujet?
Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement s'ils ont répondu sur cette question. Je dirais que l'avantage avec Israël, puisque je parlais tout à l'heure d'une démocratie, c'est qu'il est possible de faire pression. Et j'aimerais effectivement pas terminer cette soirée en vous laissant partir et en ayant l'impression qu'on ne peut rien faire. Vous l'avez dit, on s'engage, on est des défenseurs des droits humains. C'est bientôt le 10 décembre, journée internationale des droits humains. Aujourd'hui, c'est la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Le 25 novembre, c'était la journée contre la violence à l'égard des femmes. Il y a en fait énormément de possibilités de s'engager et de faire pression, alors sur les autorités israéliennes, mais aussi sur d'autres autorités à travers le monde. Mais les autorités israéliennes sont assez réactives. Donc ça vaut la peine de mener des actions, ça vaut la peine de signer des pétitions, ça vaut la peine de participer à des actions. Je me souviens d'une action qu'on avait faite il y a quelques années où on envoyait des bouteilles en PET à l'ambassade d'Israël en Suisse parce que les Palestiniens n'ont pas accès à l'eau pour leurs champs et tous les puits étaient détruits, les puits financés par l'Union européenne étaient détruits par l'armée israélienne. Et donc on avait fait cette action de leur envoyer des bouteilles en PET pour dire qu'ils ont aussi droit à l'eau. Et en fait, l'ambassade israélienne se donnait la peine de nous renvoyer à chacun d'entre nous la bouteille en PET, avec une explication. Mais ça montre que ça marche, ça montre que c'est important de le faire, ça montre qu'ils sont attentifs, effectivement, à l'image qu'on peut avoir d'eux. Et donc, je crois que c'est important, ces cycles de rencontres cinématographiques sont importants, des films comme celui-ci sont importants, parce que ça oblige de se justifier, ça oblige à un moment donné aussi parfois de libérer des gens parce que tout simplement il n'y a aucune justification et puis que par chance on a le nom de cette personne sur une liste, d'autres on les a pas, mais voilà, donc on peut changer les choses, on peut ne pas simplement baisser les bras et ce serait mon message de ce soir, vraiment s'encourager et se dire que ici aussi, y compris depuis la Suisse, on a un pouvoir d'action que les gens n'ont pas eux-mêmes quand ils vivent sur place et donc si nous on ne le fait pas, qui le fera? Donc faisons-le. Merci. Merci beaucoup. On doit clôturer la soirée, mais évidemment, vous êtes bienvenus pour approcher les personnes qui nous ont accompagnés dans ce débat. J'aimerais terminer en disant 3 choses. La première, merci à Mei Masri. Et je lui dirais merci, pas simplement comme réalisatrice, pas simplement comme palestinienne, mais comme artiste. Les artistes, parmi eux les réalisateurs de cinéma, contribuent, en particulier à travers des fictions, et avec la finesse que cette fiction a exprimée autour de plein de sujets, contribuent à faire passer des messages, à sensibiliser une large partie du public, bien au-delà des intérêts partisans qui peuvent les opposer. 2, je tiens à remercier Madame Manonchik d'avoir participé et d'avoir apporté ses connaissances et ses convictions, puisqu'elle nous montre un autre niveau de résistance à l'injustice, une résistance non violente, celle du droit international, de l'appel à son utilisation. Et elle nous le montre également non seulement là-bas ailleurs, partout où il y a des violations des droits de l'homme, mais également à travers son action ici, chez nous. Et enfin, je tiens particulièrement, j'étais très sensible à une chose que tu as dite. Vous l'avez certainement entendu, mais c'est en répétant ce que Soha a dit que j'aimerais terminer, c'est-à-dire, bien sûr, elle nous racontait des bribes de son expérience de résistante, qui est d'ailleurs le titre de son premier livre. Mais Soha, tu as dit, au bout de 66 ans, ils ne sont jamais arrivés à instiller la haine chez nous. J'aimerais terminer avec ça et remercier Soha Béchar de son témoignage en espérant que cet appel contre la haine et pour la justice pourra gagner. Merci à toutes.